La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo a un nouveau produit intérieur brut, PIB. Ceci est dû au processus de rebasage mis en place dans le pays. Vous découvrirez les détails de ce processus dans cette édition. À la conférence de presse de la coordination nationale de riposte contre le Covid-19, les journalistes ont appris une information ce mercredi. La contamination au coronavirus est en légère régression au Togo. Plus d'explications dans ce journal. Et puis la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a désormais une antenne régionale à Kara, la première d'autres antennes qui seront implantées sur toute l'étendue du territoire national. Et l'instance veut ainsi se rapprocher des journalistes du pays. Voilà donc pour les titres. C'est depuis lundi que l'information est tombée. Madame Victoire Toméga-Dogbe est nommée Premier ministre du Togo. Et le chef de l'État en nommant donc Madame Toméga-Dogbe, Premier ministre, chef du gouvernement, réaffirme une fois encore sa volonté et son engagement à promouvoir la représentativité et le leadership des femmes. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un tweet, salue et félicite cette nomination de Madame Victoire Dogbe au poste de chef du gouvernement, une première au Togo selon lui. Le secrétaire général de l'ONU a poursuivi son tweet en disant ceci: le continent africain conduit ainsi le processus de représentativité et prouve que l'engagement et le leadership des femmes sont cruciaux pour le développement et une paix durable. Et l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a elle également adressé ses félicitations à Madame Victoire Toméga-Dogbe pour sa nomination comme chef du gouvernement togolais. C'est un honneur pour les femmes d'Afrique et du monde, a-t-elle tweeté. Pour l'ancienne présidente du Libéria, les femmes d'Afrique et du monde entier célèbrent votre réussite et soutiennent votre succès. Fin de citation. Et c'est une nomination historique, poursuit donc Madame Ellen Johnson Sirleaf dans son tweet. C'est la toute première fois donc qu'une femme est nommée Premier ministre au Togo. Et depuis lundi, c'est le principal sujet de discussion. Au micro de Chris Agbedinou, certaines responsables d'organisations de défense des droits de la femme se prononcent. Nous les écoutons. C'est un plaisir pour nous. D'autant plus que nous avons une femme qui a été élue présidente de l'Assemblée nationale, une femme qui vient d'être nommée encore Premier ministre. C'est un plaisir pour nous et nous nous disons que c'est un pas de plus dans la lutte pour une meilleure représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision dans notre pays. Nous lui demandons de vraiment retrousser les manches. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans une période où il y a la crise sanitaire. Il faut parler du développement après crise sanitaire. Donc, il y a beaucoup d'actions qu'on doit prendre en considération. Les questions de résilience de la population, les questions des personnes vulnérables qui ont été beaucoup plus affectées par la crise sanitaire. Donc, il va falloir qu'elles puissent impulser au gouvernement une logique des actions qui pourront essayer de contribuer au bien-être de la population tout entière. Beaucoup de bonne chance et beaucoup de courage parce que les défis sont énormes. Il faut, comme je l'avais dit, qu'on puisse renforcer les programmes sociaux qui pourront bénéficier à la majeure partie de la population, œuvrer également pour une plus grande autonomisation économique des femmes. Et nous voulons compter vraiment sur elles pour qu'elles puissent tenir compte de tous ces aspects-là, des intérêts des uns et des autres pour le développement de notre pays. Madame Dogbe, à la primature, ce n'est pas une surprise pour nous, parce que nous, en tant que nous, Association de défense des droits de la femme, je crois que ça fait longtemps qu'on n'arrêtait pas de dire au président de la République qu'il est temps qu'on matérialise justement la promotion de la femme par des gestes forts comme celui-là. Donc voilà,
pourquoi ce n'est pas une surprise pour nous? Mais également, c'est un plaisir parce que ce n'est pas qu'une victoire de Madame Dogbé, c'est une victoire de toutes les femmes togolaises. Et actuellement, je me suis amusée à compter le nombre de femmes que nous avons. Nous avons une femme secrétaire générale de la présidence, une femme présidente de l'Assemblée nationale, une femme premier ministre, une femme présidente de la CNDH et une femme médiatrice de la République. Et pour un signal fort, ça, c'est un signal fort. C'est une source d'inspiration pour les jeunes dames parce qu'enfin, nous avons les modèles qu'il nous faut. Parce que nous avons l'habitude, pour trouver nos modèles en politique, d'aller ailleurs. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de modèle ici, mais nous voulons des modèles qui marquent vraiment les esprits. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas prendre les modèles qui sont sous notre main, qui sont à côté de nous. Aujourd'hui, tout ce qu'on souhaite à Madame Dogbé, c'est bon vent parce que sa réussite sera la réussite de toutes les femmes togolaises. Les femmes dans les instances de prise de décision au Togo, on en trouve de plus en plus. Elles s'illustrent et accèdent aux hauts postes de gouvernance. Après Madame Diboli Yawatigan à la tête du Parlement, Madame Victoire Toméga Dogbé est nommée à la tête de la primature. Ce soir, nous vous proposons une revue sur ce processus de la promotion du genre féminin au Togo. Et c'est un dossier signé Augustin Kossi. D'échelon en échelon, elles ont gravi les marches pour se hisser aux grandes instances de décision. Victoire Sidemero Toméga Dogbé aux commandes de la primature et Yawa Djigbodi Tchega au perchoir de l'Assemblée nationale. Cette ascension de la gente féminine au Togo, pour les historiens, c'est un long cheminement, l'aboutissement d'une lutte. Entre 1946 et 1958, on a vu que le Togo a organisé 7 élections. Et à cette élection, il n'y a eu que l'élection de septembre 1951, au cours de laquelle on a pu avoir l'ascension de 3 femmes qui ont occupé les postes de conseillères municipales. Sous la Première République, entre 1961 et 1963, au Parlement, il n'y a eu qu'une seule femme. Donc aux élections législatives du 9 avril 1961, Madame Joséphine Hunt. Lors des élections communales du 27 juin 1965, il y a eu 2 élus femmes au poste de conseillère municipale. Déjà, dès la mise en place des délégations spéciales en 1967, on a noté la présence d'une femme à la tête de la commune de Lomé. La toute première femme ministre au Togo apparaît dans le gouvernement en 1977. Il s'agit de Biemi Keke. La première fois qu'on va faire mention de la présence d'une femme au gouvernement, c'est en 1977. Et c'était Madame Biemi Keke qui va être reconduite à ce poste plusieurs fois. Aux législatives de 1979, sur 67 députés, 6 étaient des femmes. Aux élections législatives de 1985, sur 77 députés, 4 étaient des femmes. De 1979 à 1991, il y avait 281 hommes et 5 femmes. Aux élections communales de 1987, il va y avoir une femme qui va s'illustrer, Madame Sankareya. Et 2 ans plus tard, le maire étant décédé, elle a pris sa place et donc elle va être présidente de la délégation spéciale depuis 1989 jusqu'en 2001. Au cours de la transition, entre 91 et 93, 5 femmes contre 77 étaient présentes dans les gouvernements qui se sont succédés. 3 autres femmes promues préfets sur la même période. En 1994, il y a eu les législatives. Et à ces législatives-là, on va enregistrer une seule dame. Et la dame en question, c'était Madame Begba Kafu, actuelle 2e vice-présidente de l'Université de Lomé. Maintenant, de 1994 à 2013, dans l'exécutif, dans les différents gouvernements qui se sont succédés, on va
enregistré 302 hommes contre 22 femmes. En 2010, on a eu une femme candidate aux élections présidentielles qui montre un peu ce réveil-là de la jeune féminine. Au cours de la législature de 2013, il y a eu au sein du bureau de l'Assemblée des femmes. Alors, on peut se dire qu'il y a eu une évolution lente mais progressive en matière d'ascension de la jeune féminine dans les instances de gouvernance de notre pays. On dit souvent qui peut le plus, peut le moins. Si on confie la destinée du pays, de l'Assemblée, j'allais dire, en termes de deuxième poste de responsabilité de l'État à une femme, je pense qu'on ne doit pas être surpris de ce que le président de la République ait confiance en une femme en la nommant Premier ministre. Progressivement, le réveil de la gente féminine au Togo se met en place et fait son petit bonhomme de chemin. À la présidentielle de 1998, la Commission électorale nationale indépendante a été présidée par Awanana Daboya, actuelle présidente de Ashkroun et médiateur de la République. Que ce soit au niveau de l'exécutif, des institutions de la République, tout comme au niveau du législatif, les femmes s'illustrent et s'affichent davantage. Dans la 6e législature, elles sont 15 contre 76, dont une détentrice du maillet. Il y a des facteurs explicatifs relativement à leur ascension. Il y a d'abord le militantisme, parce que on ne nomme pas n'importe qui. Il faut que celui qui est nommé, ou alors la dame qui est nommée, qui est promue, ait un certain militantisme par rapport au parti qui est au pouvoir. Et ça, ce n'est pas une particularité du régime actuel. Il y a le niveau intellectuel aussi. Et le niveau intellectuel a joué beaucoup en faveur d'un certain nombre de femmes. Et le dernier élément, pour ce qui concerne la période qui va de 1975 jusqu'à aujourd'hui, c'est un contexte international favorable aux femmes. Parce qu'à partir de 1975 déjà, les Nations Unies vont lancer leurs différents programmes en matière de promotion de la gente féminine. Il va y avoir une décennie consacrée aux femmes avec des instructions fermes qui ont été données aux différents chefs d'État d'assurer la promotion de la femme. C'est un signal qui est donné et ça doit pouvoir constituer une source de motivation pour nos jeunes filles qui doivent penser qui doivent désormais se rendre compte que si vous travaillez bien, si vous êtes battante en tant que fille, on peut vous confier des responsabilités de haute charge de l'État. De femmes ministres en 1977 aux femmes députées dans les années 90, on passe aujourd'hui aux femmes premiers ministres et présidentes de l'Assemblée nationale. Et l'espoir est permis, il n'est pas impossible qu'elles puissent accéder à la magistrature suprême dans les années à venir. Les résultats de la réévaluation des richesses nationales du Togo, produit intérieur brut PIB, ont été présentés ce mercredi à Lomé. Ce sont des résultats obtenus suite à l'application de nouvelles méthodes de calcul des comptes nationaux. La démarche appelée rebasage a permis donc au Togo d'avoir désormais un nouveau PIB plus fiable. Le contenu de ces résultats avec Luc Assi. Le Togo passe du système national de comptabilité de 1993 à celui de 2008. L'année de base des calculs des comptes nationaux devenus obsolètes a connu aussi un changement. De 2007, le pays a migré vers une année plus récente, 2016. Le processus qualifié de rebasage a consisté à réévaluer l'ensemble des richesses nationales qu'est le produit intérieur brut PIB. Tous les secteurs d'activité ont été pris en compte dans l'actualisation de ces comptes nationaux. Une démarche qui a permis de mieux mesurer l'apport des différentes activités au PIB. Le rebasage, c'est un changement d'année de base. Autrefois,
on calculait le PIB, le produit intérieur brut, en se référant à l'année 2007. Aujourd'hui, le pays a décidé de passer à l'année 2016, conformément aux recommandations des Nations Unies. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand nous passons de l'ancienne méthode, avec l'ancienne année de base, à la nouvelle méthode de calcul, avec la nouvelle année de base, on a une différence de plus 36,5%. C'est ce qui ressort du rebasage. Donc, c'est ça le résultat essentiel qu'on peut retenir. Ce résultat signifie qu'il y avait des richesses qui étaient cachées, qu'on ne prenait pas en compte. Et avec la nouvelle méthodologie et la nouvelle année, on a pu prendre en compte ces richesses qui étaient cachées et qui proviennent majoritairement des activités informelles. De nouvelles méthodologies et outils d'élaboration des comptes nationaux sont adoptés et utilisés. Les importantes opérations statistiques effectuées sont de nature à aider les décideurs à mieux élaborer les politiques publiques. Sous le système de comptabilité nationale 2008, le PIB est de 3 574,4 milliards de francs CFA contre 2 618,1 milliards de francs CFA selon le système de comptabilité nationale 1993. Ce niveau de réévaluation du PIB en 2016 est imputable principalement à l'amélioration des sources de données, avec une large couverture des cibles, surtout des activités informelles qui n'étaient pas suffisamment prises en compte dans l'ancien système. Pour l'année 2017, le PIB réel est de 3 729,8 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de croissance de 4,3% entre 2016 et 2017. Ces résultats obtenus par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques et les partenaires nationaux et internationaux marquent également un pas important dans le suivi des politiques économiques et d'autres politiques sectorielles. Sur la base des résultats actuels, les prévisions révisées indiquent aussi que le taux d'endettement, dette publique rapportée au PIB, projeté se situe désormais à 51,9% en 2019 contre 68,3% dans l'ancien système de comptabilité nationale et à 51,8% contre 68,6% en 2020 en prévision. L'utilisation efficiente de ces nouvelles marges de manœuvre exige cependant de relever encore davantage le défi de la mobilisation des recettes fiscales. À travers cette mutation, il est désormais possible de capter aisément les changements de structure opérés dans l'économie togolaise. Elle a été validée par toutes les organisations financières partenaires du Togo. Le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, section Togo PPA au Togo, a permis d'améliorer les rendements en production de maïs et riz auprès des bénéficiaires. Une amélioration due à plusieurs facilités, accompagnement technique et financier apporté par le dit projet à plusieurs producteurs. Les détails dans ce dossier signé Dodo Wari. Le PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, est l'un des programmes innovants qui a touché les différents compartiments du secteur agricole au Togo. La production céréalière, par exemple, a connu une nette amélioration et les rendements sur la production de maïs et de riz ont triplé ces dernières années auprès des producteurs bénéficiaires, soit 39% des rendements de maïs et 9% des rendements du riz. Ceci grâce à l'axe dédié au développement d'un système semencier viable. Plus de 650 champs-écoles ont été mis en place et ont permis aux producteurs d'apprendre de nouvelles technologies agricoles.
Plus de 400 000 producteurs et transformateurs ont adopté ces nouvelles techniques améliorées rendues possibles par ce programme, ce qui a amélioré la production des semences certifiées qui est passée de 1260 tonnes à 2400 tonnes entre 2013 et 2019. Plus de 364 000 hectares de superficie cultivée avec plus de 3 521 tonnes de semences certifiées de riz, de maïs, du soja, de riz hybride, du fonio, entre autres. Le développement d'un système semencier a permis au Togo de se mettre en conformité avec les règles communautaires en la matière. Au-delà du maïs et du riz, le PPAO a également eu un impact positif sur plusieurs cultures, comme la culture des champignons comestibles à Talo, une localité située dans les plateaux. La production était insignifiante jusqu'à ce que le PPAO n'accompagne les producteurs en équipement et en financement. De 2 tonnes, la production est passée à 9 tonnes 600. 10 sites de culture sont aujourd'hui créés et les productions ont augmenté. À sa phase finale, le projet est à un taux d'exécution de 95%, soit 112 activités réalisées sur 118 à fin 2019. Plus de 3 000 emplois sont créés pour plus de 600 000 bénéficiaires. 40% de femmes sont touchées. Et le gouvernement togolais accorde une importance capitale aux entreprises du pays et c'est dans ce contexte que des mesures fiscales et douanières ont été prises pour mieux les accompagner dans leur fonctionnement. Quelles sont donc ces décisions? Ramdan Bassina nous les fait découvrir dans le dossier qui suit. La pandémie du coronavirus ne doit en aucun cas ébranler l'économie togolaise, telle est la volonté des plus hautes autorités du pays. Pour ce faire, l'accent est mis sur l'accompagnement des entreprises, assouplir les restrictions fiscales en vigueur, notamment les contrôles fiscaux au sein des entreprises. Ces différents allègements fiscaux spéciaux sont destinés aux entreprises exerçant dans le transport, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et les organismes assimilés agréés. L'État togolais met les bouchées doubles et accorde une réduction spéciale de 25% sur la compte de la patente telle que visée à l'article 84 du livre des procédures fiscales pour le compte de l'année en cours. 50% de réduction sur le deuxième acompte de la taxe professionnelle, c'est ce que l'État accorde aux entreprises individuelles, les transporteurs routiers, les artisans et assimilés. Le gouvernement togolais va plus loin dans son souci de soulager les entreprises. Les sanctions fiscales en cas de redressement, de défaut ou de retard de dépôt des déclarations fiscales, de paiement des impôts et taxes sont suspendues durant la pandémie. Néanmoins, il est clair que les pénalités légalement notifiées seront sans aucun doute capitalisées pour des statistiques. Autre suspension, les procédures de contrôle fiscaux externes sur place au sein des entreprises. À cela s'ajoutent toutes les procédures de recouvrement forcé des impôts et les poursuites fiscales durant la crise sanitaire. Quant aux missions de recherche et d'échange d'informations à des fins fiscales, d'investigation et d'enquête fiscale, de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi que les procédures de recouvrement ordinaire des impôts et taxes, elles se poursuivent normalement. Toutes ces mesures et allègements émanent d'une ordonnance signée le 30 juillet 2020 par le chef de l'État. Et avec ces nouvelles réformes douanières mises en œuvre, c'est l'économie de tout le pays qui retrouve donc un nouveau souffle. Antoinette Romao Vovor nous peint ce soir ce nouveau visage de l'économie togolaise. Le port autonome de Lomé vers une transformation structurelle et professionnalisation des secteurs des chaînes logistiques. Le seul en eau profonde dans la sous-région, le port autonome de Lomé met les bouchées doubles pour maintenir le cap et faire de la plateforme portuaire un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Des réformes ont été entreprises à la division des opérations douanières pour faciliter les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région et le Togo. Il s'agit de la dématérialisation du certificat d'origine qui permet aux opérateurs économiques de gagner en temps et limiter les déplacements.
Désormais, ils pourront soumettre leur certificat d'origine en ligne et l'obtenir en un temps record. Plus besoin pour les opérateurs économiques de se présenter à la douane avec les documents. La dématérialisation de la procédure douanière se fait désormais dans le système douanier automatisé, ce qui facilite la tâche aux hommes d'affaires. Des mutations spectaculaires ont été réalisées au niveau des infrastructures du port autonome de Lomé ces dernières années, faisant de lui l'un des plus modernes de la sous-région ouest africaine et l'un des meilleurs au plan continental. Toutes ces réformes ont impacté l'économie nationale et permis au pays d'être classé premier pays le plus réformateur en Afrique selon le classement Doing Business 2020. La rapidité et l'efficacité sont le maître mot du port autonome. Ce, pour améliorer le climat des affaires et rendre le port plus compétitif et dynamiser l'économie nationale. La division des opérations douanières a entrepris l'émission en ligne des bons à conduire. En 24 heures au plus, il est donc possible maintenant de faire le dépôt du manifeste avant l'arrivée du navire. Et pour éviter de longues attentes et permettre une certaine fluidité dans les enlèvements des marchandises, le scanner est opérationnel 24 heures sur 24. Malgré la pandémie, la division des opérations douanières du port autonome de Lomé accélère le rythme afin de satisfaire les besoins des opérateurs économiques. Comment gérer l'état d'urgence sanitaire en cours dans le pays sans pour autant aller à l'encontre des droits humains? Les forces de l'ordre et de sécurité, les journalistes et les représentants d'organisations de défense des droits de l'homme y réfléchissent depuis hier à Lomé. Clarisse Aticlé pour des détails. La force spéciale mixte anti-pandémie Covid-19, FOSAP, est l'un des acteurs majeurs de la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire instauré dans le cadre de la gestion de la crise liée au coronavirus. Les potentielles violations des droits de l'homme pouvant intervenir dans l'exercice de leurs activités font objet d'échanges. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, veut à travers ce cadre de sensibilisation appeler les différents acteurs intervenant dans la gestion de la crise à pouvoir concilier leurs obligations avec le respect des libertés fondamentales des citoyens. Nous aurons l'occasion de le découvrir dans l'une des communications de l'atelier, toutes les allégations de violation des droits de l'homme en lien avec la gestion de l'état d'urgence sanitaire afin de faire des recommandations au gouvernement pour une meilleure protection des droits de l'homme en cette période d'exception. La Fondation Konrad Adenauer a apporté son soutien à cette initiative. Nous pensons qu'en instaurant de cette manière le débat, on pourrait arriver à trouver une bonne formule pour gérer cet état d'urgence afin que les populations continuent par jouir effectivement de leurs droits, mais tout en comprenant qu'il y a des restrictions qui sont mises en place quand même pour leur bien-être. L'état d'urgence sanitaire prend en effet en compte des restrictions et des interdictions, des mesures exceptionnelles, parfois même drastiques, qui provoquent le stress et l'angoisse chez les populations qui voient ainsi leur liberté restreinte. Une situation qui doit être gérée sans commune mesure. Même en cas de restriction des libertés, ce n'est pas la négation des libertés. Ce n'est pas l'interdiction des libertés. Le gouvernement doit tout faire pour concilier ces deux exigences contradictoires pour garantir l'exercice des libertés, d'un minimum de liberté individuelle et collective pendant la période d'état d'urgence. Pour une meilleure gestion de la crise, les populations sont appelées à mieux s'informer sur les implications de l'état d'urgence sanitaire et surtout à adhérer aux mesures barrières éditées par le gouvernement. Et cette information qui va réjouir plus d'un, les cas de contamination au Covid-19 sont en légère régression au Togo. L'annonce a été faite cet après-midi à la conférence de presse de la Coordination nationale de la gestion de la riposte Covid-19. Le reportage est signé Marie-Reine Abeta et Marie-Ange Bida. La courbe de contamination au Covid-19 au Togo est descendante. La Coordination nationale de gestion de la riposte le signifie aux hommes et femmes de médias. Elle passe en revue la situation de la pandémie sur les derniers mois. Je profite de l'occasion pour présenter
toutes mes admirations et ma gratitude à Madame le Premier ministre pour tout ce qu'elle a fait et pour tout ce qu'elle fait pour cette riposte. Quand on regarde le mois de septembre, du 2 au 9, nous avons eu 112 cas, et du 9 au 15, 82, du 16 au 22, 88, et du 23 au 29 septembre, nous avons eu 76 cas. Ceci veut dire que les chiffres par semaine sont en train de diminuer. Il faut toujours regarder ces incidents, c'est-à-dire que c'est un nouveau cas au niveau des cas positifs, mais aussi regarder au niveau des décès. Donc pour cette semaine, nous avons eu 76 cas positifs et pour cette semaine, nous avons eu au total 7 décès contre un décès la semaine d'avant. Les guéris, nous avons eu 46 guéris cette semaine. Si on regarde ces chiffres par mois, nous avons évolué par semaine. Nous avons vu que ces semaines-là, les chiffres ont diminué. Mais quand on regarde globalement, les chiffres ont commencé timidement en mars avec 33 cas, le mois d'avril 83, mois de mai 326, juin 208 et juillet 291. Nous avons vu que le mois d'août, il y a eu 459 cas positifs. Le mois de septembre, ça a diminué un tout petit peu. Nous sommes à 359 cas dans le mois de septembre. Donc on espère que cette montée en août, en septembre, les chiffres ont commencé par baisser et que cette baisse doit continuer. La vie reprend peu à peu son cours. La reprise des activités ne doit en rien entacher cette dynamique. La coordination invite chaque secteur à élaborer un plan d'action de reprise. Il appartient au secteur de s'organiser et dans leur organisation, voir comment éviter la propagation du virus. Et ceci permettra d'alléger les mesures qui ont été prises. J'insiste et je répète, ce n'est pas à la coordination de décider de l'activité de tel ou tel. L'organisation doit être au niveau de chaque secteur et c'est de là que nous verrons comment il faut proposer l'allègement de ces mesures. J'insiste aussi que cette organisation concerne beaucoup plus les sociétés et les entreprises, concerne aussi beaucoup de secteurs, dont le secteur sportif qui a commencé par s'organiser, mais aussi le secteur du tourisme qui a aussi commencé par s'organiser. Et au plan culturel, les fêtes traditionnelles, ou du moins les cérémonies traditionnelles. Il y a quelques semaines, le ministre de l'administration territoriale avait invité et les chefs traditionnels, et les maires et les préfets, avec qui nous avons communiqué à la fois sur la gestion des fêtes et des cérémonies traditionnelles. Le nouveau coronavirus Covid-19 fait toujours parler de lui. La pratique des gestes barrières est la solution du moment. À ce jour du mercredi 30 septembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1784, 25 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1348, 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 388 et le nombre de décès est de 48. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa.
Et je vous le disais également en titre, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication se rapproche des médias et des populations de l'intérieur du pays. La HAC a entrepris d'installer des antennes dans les 5 régions économiques du pays. Et la première à être mise en place est celle de la CARA. La correspondance de CARA de Nestor Mozo. La HAC dans une nouvelle dynamique. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, dans son rôle d'instance de régulation des médias, décentralise ses services. Elle a commencé par la région de la CARA avec l'ouverture de son antenne, traduisant dans les faits l'axe 2 de son plan stratégique adopté le 8 avril 2019. La HAC entend se rapprocher davantage non seulement des médias, mais également des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs de l'intérieur du pays. À ce titre, l'antenne de CARA va remplir les missions confiées à la HAC par sa loi organique, la constitution togolaise et le code de la presse et de la communication. L'antenne de CARA aura essentiellement pour mission de veiller à l'exécution exacte de ce que nous appelons la promotion de la liberté de la presse à travers les médias. Elle veillera particulièrement à ce que les règles déontologiques soient respectées au niveau des médias de la région. Elle veillera également à assurer les autres tâches et missions assignées à la HAC, notamment recueillir les demandes pour la création et l'installation des chaînes de radio et de télévision, les demandes pour les récépissés des déclarations de parution de journaux. Elle aura à recueillir les demandes pour l'établissement de la carte de presse pour les professionnels des médias. Il appartient également à l'antenne de CARA de veiller à ce que tous les messages publicitaires qui sont diffusés autant dans les radios et télévisions, à la presse écrite, que sur les affiches, que ces messages-là répondent à une certaine éthique. Tout ce qui peut être considéré comme des plaintes d'auditeurs, de téléspectateurs, de lecteurs de journaux pour lesquels la HAC doit être saisie, on pourra s'adresser à l'antenne régionale de CARA. La HAC a renouvelé ses remerciements au gouvernement pour son appui constant à ses activités et particulièrement au chef de l'État pour l'écoute attentive qu'il accorde à ses préoccupations. Elle a témoigné également sa gratitude à l'ambassade de France au Togo à travers le Profamed, projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias, qui lui a apporté son soutien dans l'ouverture de l'antenne de CARA. En attendant la création de celle des Savanes et de la centrale, l'antenne de CARA est chargée aussi de suivre les prestations des médias de ces 2 régions. Restons toujours à CARA où la 23e promotion de l'EFOFAT est en fin de formation. Après 2 ans passés à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de PIA, les élèves de cette promotion ont porté les épaulettes de sous-lieutenant, le premier grade au sein des officiers. Et c'était lors d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Chaque fin de formation à l'EFOFAT de PIA est marquée par une cérémonie dénommée Triomphe. Le triomphe se déroule en 2 phases. La première consiste au baptême et au parrainage de la nouvelle promotion qui fait son entrée. Cette nouvelle promotion cette année est la 24e. Elle s'est vue attribuer 2 février comme nom de baptême et le général Zakari Nandja comme parrain. La date du 2 février fait référence au retour triomphal de feu président Gnassingbé Yadema après l'accident d'avion dont il a été victime le 24 janvier 1974 à Sarakawa. C'est à cette date du 2 février que le père de la nation a pris un certain nombre de décisions permettant de booster l'économie nationale. Quant au parrain de cette 24e promotion de l'EFOFAT, le général de division aérienne Zakari Nandja, pilote de chasse de formation, il fut chef d'état-major général des forces armées togolaises. Il a occupé aussi les fonctions de ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. La 24e promotion a fait son entrée à l'EFOFAT le 22 septembre 2019 avec un effectif de 63 élèves officiers. Dans la tradition de cette école, les élèves sortants remettent le drapeau, l'emblème suprême de la nation, aux entrants. Et sa garde est confiée aux 3 premiers de la promotion. La deuxième phase de la cérémonie du triomphe est la remise des épaulettes de grade de sous-lieutenant aux élèves en fin de formation. C'est la 23e promotion qui a eu droit à cet honneur. Elle porte le titre patriote pour susciter en elle l'esprit du patriotisme. Promotion patriote. Pour vous,
le grand jour tant attendu, devant consacrer votre entrée solennelle dans la prestigieuse famille des officiers est arrivé. Pendant 2 années, vous avez travaillé dur à vous instruire, à devenir des hommes. Vous avez été vraiment à la peine. Mais enfin, vous voilà en ce jour tout à la joie. Je me fais le plaisir de vous adresser mes vives et sincères félicitations. Je me dois tout de même de vous prévenir que cette entrée dans la grande famille des officiers n'est pas une fin en soi. Elle n'est en fait que le début d'une longue aventure professionnelle dont vous êtes le seul, chacun en ce qui le concerne, détenteur des clés. La promotion patriote a pour parrain le colonel Kléber Dadjo de vénérée mémoire. Le colonel Dadjo a été engagé dans l'armée coloniale en mai 1941. Il a gravi des échelons jusqu'au grade d'officier. À partir de 1948, il prit part à la guerre d'Indochine et fait partie de la dernière unité française à être évacuée de Hanoï en 1954. De retour au pays, il a été incorporé dans l'armée nationale. Il a occupé de hautes charges de l'État. Il fut président de la République par intérim entre janvier et avril 1967. La personne qui est de mémoire le parrain de votre promotion patriote, le colonel Kléber, n'était rien qu'un patriote. Rappelé par son pays, qui aspirait à son indépendance dans les années 50, il n'hésita point à renoncer en tant que capitaine de l'armée française à la nationalité française pour rejoindre et servir son pays. La famille Dadjo s'associe à moi pour souhaiter à vous, jeunes officiers de la promotion patriote, courage, abnégation et esprit de patriotisme. Que la mémoire et l'esprit du patriote Dadjo vous inspirent, vous habitent tout au long de votre carrière afin que votre pays soit votre raison d'exister et que l'Afrique soit pour vous une fierté à préserver. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises qui a présidé la cérémonie a rappelé aux nouveaux officiers les qualités qui à ses yeux sont essentielles pour leur permettre de bien mener leur carrière. Je voudrais témoigner ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, et à son gouvernement pour les efforts louables qu'il ne cesse de déployer afin de permettre à notre pays de disposer d'un outil de défense et de sécurité efficace qui s'affirme davantage comme un facteur de développement. Je félicite en passant le commandant de l'école et tout son staff pour avoir mené à bien cette année académique quelque peu particulière dans un contexte de crise sanitaire mondiale. À l'endroit des sous-lieutenants de la promotion patriote, je dis ceci. L'un des objectifs de la formation à l'EFOFAT est de vous faire acquérir des compétences physiques, intellectuelles et morales et de développer en vous la capacité de mettre ces aptitudes au service de l'opérationnel. En tant que leader, l'exemplarité, le courage dans l'adversité et la capacité à mobiliser les énergies doivent être les qualités auxquelles vous devez aspirer en vue d'entraîner les hommes et les femmes à votre suite. Le cadre que vous êtes appelés à devenir après cette cérémonie doit inscrire toutes ces actions dans l'exécution des missions régaliennes des armées, à savoir défendre l'intégrité territoriale nationale, défendre les intérêts vitaux de la nation. Cette mission sacro-sainte des forces armées va de pair avec la défense et le respect des institutions de la République. Vous devez donc veiller partout où vous serez à ce que vos hommes assurent et défendent l'intégrité des institutions de la République, car les menaces plus insidieuses, plus indiscernables, plus imprévisibles auxquelles font face nos pays et qui ont pour nom terrorisme, mouvances extrémistes violentes, piraterie maritime, etc., se nourrissent de l'instabilité et de la fragilité des États. La crise sanitaire actuelle et la mobilisation de nombreuses ressources
que la lutte impose exige de vous des efforts supplémentaires afin de pouvoir travailler avec des moyens limités. La promotion patriote a commencé sa formation le 30 septembre 2018 et compte un effectif de 69 élèves officiers, dont 5 femmes issues de 11 nationalités. Depuis sa création le 19 octobre 1995, l'EFOFAT a formé 664 officiers, dont 190 sont originaires d'autres pays africains. La fête de la Fondation de la République populaire de Chine est célébrée chaque 1er octobre. Et cette année, pour cette 11e édition, la communauté chinoise au Togo n'entend pas se rassembler pour la célébration. Et l'ambassadeur, depuis sa résidence, appelle à une solidarité contre la pandémie liée au coronavirus. Augustin Kossi. La célébration de la journée anniversaire de la fondation de l'Empire du Milieu n'aura pas lieu cette année, crise sanitaire oblige. Depuis sa résidence, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Togo adresse un message de soutien bilatéral. Une année importante pour le partenariat sino-togolais selon l'émissaire de Pékin à Lomé. Nous célébrons le 71e anniversaire de la République populaire de Chine. Dans les circonstances particulières que nous connaissons maintenant, mais je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer que nous sommes toujours aux côtés du Togo dans ce combat contre le Covid-19. Quand la Chine se trouvait au moment le plus difficile, Son Excellence, Monsieur le Président Faure Essozimna Nyasingbe, a adressé le message de solidarité au président Xi Jinping. Et après l'apparition du premier cas au Togo, le président chinois a envoyé plusieurs messages à son homologue togolais. Et nous avons mobilisé toutes nos forces en soutien au gouvernement et au peuple togolais. Jusqu'ici, plusieurs lots de matériel médicaux sont fournis. Désormais, nous sommes toujours disposés à travailler ensemble avec nos amis togolais pour vaincre définitivement l'épidémie. L'entraide dans la riposte contre le coronavirus s'inscrit dans la continuité de l'amitié fraternelle qui unit nos deux pays. La Chine et le Togo se témoignent mutuellement soutien face au coronavirus. Depuis le sommet de Beijing en 2018, les deux pays conjuguent les efforts pour diversifier leur partenariat dans plusieurs domaines, des infrastructures, industrie, agriculture, commerce, entre autres. Et 2020 doit être considéré comme une année charnière. Actuellement, sous la direction clairvoyante de son Excellence, Monsieur le Président Faure Essozimna Nyasingbe, le Togo s'engage dans une voie vers un avenir plus prospère et lumineux. Nous sommes disposés à renforcer la coopération sino-togolaise dans l'après-Covid-19 pour le mieux-être de la population. Plusieurs projets sont en vue. Par exemple, le mécanisme d'hôpitaux jumelés, la collaboration en matière de techniques agricoles, des projets dans le domaine social. Le diplomate chinois au Togo est convaincu qu'ensemble, on surmontera mieux et plus vite les difficultés liées à la crise sanitaire. À ce 111e anniversaire de l'indépendance de la Chine, il appelle à l'impératif d'une communauté de destin face au coronavirus. Et ainsi se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.